Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vous m'avez moi comme animatrice, évidemment. Et vous avez mon très cher Alan comme co-animateur. Et oui, tout à fait. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Et donc, pour la première partie de notre live, on a deux invités très spéciaux. On a Laurent Pomeroy. Pomeroy, ouais, tout à fait. Très bien. Qui est donc le directeur adjoint de l'association Douarnenez. Tout à fait. Et on a Emma, comme formatrice et médiatrice sociale du numérique. C'est bien ça. Et vous appartenez donc à l'association Défi. Oui, c'est ça. Alors, bon, pour commencer, est-ce que vous pourrez vous présenter un peu plus Donc, effectivement, je suis directeur adjoint de l'association Douarnenez, qui est une association qui gère des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sur tout le département du Morbihan. On est basé à Vannes, Lorient, Pleuhermel, Pontivy et Auray également. Et on prend en charge de manière anonyme et gratuite toute personne ayant une problématique de drogue, quelle que soit, et aussi des addictions comportementales. Et du coup, Emma de l'association Défi. Donc nous, notre association, c'est de promouvoir un numérique pour tous. Et donc on a deux pôles. On a un pôle où on va former les gens à utiliser l'ordinateur, la tablette, le smartphone, et de se prémunir aussi de tous les risques. Et on a un autre pôle où là, en gros, on va récupérer des ordinateurs donnés par les entreprises, les collectivités, etc. Et on va les reconditionner sous un logiciel autre que Windows pour pouvoir donner quelques années de vie en plus aux ordinateurs. Voilà. Et du coup, vous en faites quoi des ordinateurs reconditionnés? Et bien par la suite, on les redistribue à moindre coût. On fait du prêt d'ordinateur pour tous les publics. Voilà. Okay. D'accord, très bien. On sait que vous animez un forum, enfin un forum, une formation, un module de formation à la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors oui, en effet, nous, à la mission locale, on intervient sur la partie numérique. Et moi, notamment, sur la dernière séance qui s'appelle « Mon image sur Internet », où là, en gros, on va faire de la sensibilisation sur les usages, sur les réseaux sociaux, comment prévenir les risques, les situations de cyberharcèlement, d'arnaque. Là, on inclut aussi les sujets autour de l'intelligence artificielle, comment bien utiliser les IA. Donc voilà, c'est en ce sens qu'on intervient auprès de la mission locale. Êtes-vous amené à faire de la prévention sur la surexposition aux écrans? Alors moi, j'ai pu intervenir au PEDT de la Nester pour faire un petit peu de prévention sur les écrans. À partir de quel âge il est recommandé de pouvoir aller sur les écrans. Enfin, après, je pense que tu as une expertise plus que moi. C'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est pour rebondir un peu. Donc, sur cette partie-là, les écrans et tout ce qui est addiction, tout ça, c'est quelque chose que... Enfin, l'addiction, en tout cas, c'est quelque chose que vous côtoyez au quotidien? Sur la question des addictions, on a à Douarnenez un service déjà de prévention et de formation. Donc, on fait de la formation auprès de professionnels, auprès de plein de gens, et de la prévention de l'école élémentaire jusqu'à la fac sur deux thématiques. Tout ce qui est addiction et tout ce qui est conduite à risque liée aux consommations de produits, et la question des écrans. Alors moi, je ne parle pas d'addiction aux écrans. Déjà, je vais plutôt parler d'usage excessif ou d'usage à risque. Et c'est deux choses différentes. Donc, l'usage excessif, c'est en fait lorsqu'on utilise les écrans assez longtemps et que ça va provoquer des conséquences négatives sur nous, sur notre environnement, notre sommeil, notre travail, notre santé, notre relation aux autres. Et tout ce qui est usage à risque, bah, c'est des choses, les arnaques, tout ce qu'on va faire par erreur, choper un spam, un virus, etc. Ça, c'est deux choses différentes. Après, sur les addictions qu'il peut y avoir via un écran, il y en a une qui est importante, qui est l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Mais l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, elle existe aussi à l'extérieur des écrans, dans les casinos, les jeux de grattage, les lotos, etc. Donc voilà. Et vous travaillez donc... votre travail est très lié aux addictions, donc de tout genre, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de risques liés à la surconsommation d'écran Le principal risque lié à la consommation d'écran, selon nous, c'est le sommeil. La question, la durée moyenne de sommeil, elle baisse pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes, pour les adultes, enfin pour tout le monde, notre durée de sommeil diminue. Or, le manque de sommeil sur le long terme, on dit qu'il est dépressiogène, c'est qu'il va favoriser l'apparition de la dépression.
de troubles de l'humeur, etc. Et ça peut nous inciter, quand on est déprimé, à passer sur autre chose et à consommer des produits. Donc voilà. Ouais. Mais selon nous, c'est plutôt la question du sommeil. Et on parle de surexposition d'écran, mais qu'est-ce qui définit la surexposition aux écrans? C'est quoi? Alors, je vais revenir aux conséquences négatives. Si on passe, je sais pas moi, si on passe 3 heures à travailler sur un logiciel comme vous faites, 3 heures sur des logiciels de montage de films, sur des logiciels de construction architecturale, de musique assistée par ordinateur, on apprend des choses, notre cerveau il bosse et on fait quelque chose de productif. Si on passe 3 heures sur TikTok à scroller de manière un peu compulsive sans vouloir s'arrêter, l'impact pour nous n'est pas le même. Ouais. Donc déjà, il y a la question de l'usage. C'est difficile de parler en question de temps, parce que sur une même durée de temps, on peut faire des choses très riches et très profitables à nous, à notre culture, à notre vie, etc. Et d'autres qui, au contraire, vont nous plomber. Donc je préfère penser en termes de conséquences négatives. D'accord. Oui, donc c'est vraiment pas lié à un temps de consommation, c'est au type de consommation. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Okay. Ouais. Après, bien entendu, on sait qu'il y a des limitations d'écran en fonction de l'âge. Pas d'écran avant 3 ans, pas plus de 2 heures ensuite jusqu'à 6 ans. Et ensuite, on va progresser. Mais c'est pas très, très intéressant de savoir combien de temps on va y passer, sur surtout ce qu'on va y montrer. Un enfant de 7 ans qui passe 1 heure sur un dessin animé, c'est super. S'il passe 1 heure sur GTA, ça va peut-être être plus compliqué. Toujours la question de l'usage. Ouais. Et moi, j'avais une question. Alors, ça pourrait sembler bête comme question, mais est-ce qu'on devient épileptique à cause d'une surconsommation d'écran? Non, c'est pas la consommation de l'écran qui va rendre épileptique. C'est juste que lorsque l'on a une épilepsie ou qu'on a un fond épileptique, la surexposition aux écrans va réveiller ça. Ça va provoquer des crises. Mais ça ne rend pas épileptique. On parlait du coup de consommation des écrans et vous travaillez énormément avec les écrans puisque vous avez des formations sur ça et tout. Donc vous passez énormément de temps avec les écrans, mais c'est du temps que vous passez qui est productif, comme vous l'avez juste dit juste là. Et moi je voulais savoir, est-ce que vous voyez quels sont les aspects positifs et négatifs selon vous des réseaux sociaux et des écrans en général? Est-ce que vous voyez des aspects particulièrement positifs? Il y a des aspects positifs. Déjà, rien que là, ce que vous êtes en train de faire, voilà, vous développez des compétences que vous pourrez mettre en avant par la suite dans le monde du travail. Des aspects positifs, ça va être aussi la socialisation. Voilà, déjà, ça peut passer par les réseaux, c'est pour ça que ça s'appelle un réseau social. Mais après, voilà, sur la partie prévention, forcément, il y a des risques. Mais je rejoins complètement Laurent sur ce sujet-là. C'est surtout au niveau des usages. Plus on va se protéger, plus on va limiter ces risques. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire on n'utilise plus les écrans, on n'utilise plus les réseaux sociaux, mais plutôt, je sais comment repérer une fake news, je sais comment faire en sorte qu'il y ait moins d'usurpation d'identité, voilà, de mettre des choses en place pour limiter ces risques. Okay. Et on a une question. Oui. sur certains points, et c'est déjà le cas actuellement, puisque la question de l'accès aux réseaux sociaux a été repoussée. Voilà, de 13, ça passe à 15. Actuellement, il y a les sites, toutes les plateformes de sites porno sont très fâchées contre le gouvernement français, qui oblige désormais de se munir d'applications de reconnaissance faciale, voire de mettre son âge, etc., de donner son identité. Et manifestement, l'idée n'est pas très très populaire chez les consommateurs de porno. Donc ils se sont mis en grève. Et non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Mais donc là, on a une question aussi sur le formulaire, parce qu'on a distribué un formulaire. D'ailleurs, sur le chat, normalement, il y est, donc si vous voulez y répondre. Il y a la question qui est comment trouver le bon équilibre entre plaisir des écrans sans pour autant renier ses obligations?
Alors juste pour compléter la question d'avant, et je reviens à celle-là, c'était aussi pour dire que oui, c'est important d'avoir des lois, surtout par rapport à la question de l'accès au porno. Effectivement, il fallait limiter l'accès aux réseaux sociaux. Il faut également donner un âge limite parce qu'on n'a pas tous la maturité à un moment d'utiliser tout ce flot d'informations, toute cette violence, toute cette sociabilité qui n'est pas forcément adaptée quand on a 10 ou 13 ans. Voilà. Et donc la deuxième question, excusez-moi. C'est une question. La question demande comment trouver un bon équilibre entre passer du temps sur les écrans avec le plaisir des écrans, donc probablement jouer à des jeux ou regarder des vidéos, et sa vie du quotidien. Alors déjà, il y a un truc, c'est d'éteindre son écran 1 heure avant d'aller se coucher. Ce serait déjà pas mal, et ça permettrait d'équilibrer pas mal de choses. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est j'incite les parents à s'intéresser à ce que font leurs enfants sur les écrans en passant du temps avec eux, à jouer aux jeux vidéo, par exemple, parce qu'une partie de Mario Kart, jouer à plusieurs, jouer en famille, faire des écrans un espace collectif et pas seulement quelque chose qu'on a juste pour soi, sa petite bulle, etc. Mais plutôt la faire partager aux membres de sa famille. Ça permet déjà de renforcer et d'améliorer notre usage des écrans. Est-ce que vous avez des tips pour équilibrer un peu sa vie écran hors écran, puisque vous travaillez avec les écrans, donc. Ouais, pareil que Laurent sur la question de couper les écrans avant de dormir, et aussi peut-être informer aussi les parents qu'il y a des outils qui existent pour le contrôle parental, le temps d'écran. Même vous, en tant qu'adulte, vous pouvez très bien demander à l'application de paramétrer l'application pour avoir une notification au bout de 2 heures pour vous prévenir que là, vous avez déjà passé 2 heures sur l'application. Donc, ça va être plutôt sur ces questions-là. Et sur les plateformes aussi qui existent pour se prémunir du cyberharcèlement, ce qui est la plateforme Pharos, le numéro du 3018, enfin voilà. Mais aussi créer du lien en famille sur l'usage des jeux vidéo et s'intéresser à ce que les jeunes font. Ouais. Nous, là, sur le formulaire, on regarde les réponses. Et pour la réponse du temps d'écran, on avait plusieurs tranches d'heures, du coup, moins d'1 heure, 2 heures, tout ça. Alors, celle qui gagne pour le moment, c'est entre 2 et 3 heures. Mais on voit énormément de plus de 6 heures d'écran. Est-ce que c'est. Ouais. Alors, le temps d'écran, il est effectivement par jour assez important parce que quand on parle d'écran, déjà on parle des 5 écrans domestiques, la télévision, l'ordinateur, le smartphone, les tablettes, les consoles de jeux, les ordinateurs. Enfin, ça fait quand même pas mal d'espace où on peut passer du temps, sachant qu'on a en plus tendance à sous-estimer notre temps d'écran personnel. Ouais. Oui, on pense qu'on passe moins de temps. Donc pour ceux qui ont répondu 6 heures, peut-être qu'il faut recalculer un peu, on peut trouver plus. D'accord. Oui, et je reviens un peu sur la question de la loi qu'on a eue tout à l'heure. Toi, c'est quoi ton avis sur les lois qui doivent régir donc? Alors oui, ce serait bien, mais ça pose toujours cette question de vérification de l'âge. Comment les plateformes peuvent vérifier l'âge? Enfin, on peut tous mentir sur notre âge, que ce soit un réseau social, par exemple, qui va être consacré que pour les enfants, donc jusqu'à 18 ans, où vous pouvez avoir en fait des pédocriminels qui s'y inscrivent, qui vont passer pour des enfants, ou à l'inverse, du coup, des enfants qui peuvent s'inscrire sur certains réseaux. Voilà. Le mérite de la loi, c'est qu'elle a aussi un côté, elle sensibilise aussi, elle fait parler, et c'est ça qui est intéressant. Même si effectivement, je suis d'accord avec toi, sur l'efficacité, ça reste à voir, quoi. Est-ce que vous avez eu des cas de cyberharcèlement à Douarnenez? Alors, on n'a pas des cas de cyberharcèlement en sens propre. On peut avoir des personnes qui ont vécu des traumas et des cyberharcèlements et qui ont pu être amenées à consommer des produits pour remplir quelque chose. Dans la question des usages excessifs des écrans, on retrouve souvent des gens qui sont victimes de cyberharcèlement, surtout des gens qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Parce que finalement, si on se moque de moi dans mon collège, dans mon bahut, que je risque de me faire taper dessus à tous les coins de rue, quand je rentre chez moi, je suis sur un jeu en ligne et là je vais retrouver des potes qui me connaissent pas dans mon quotidien, qui vont me valoriser parce que je suis assez bon et tout ça. C'est aussi en termes d'estime de soi quelque chose de plutôt intéressant. Donc voilà. Et toi?
C'était quoi déjà la question En gros, est-ce que tu as déjà rencontré au cours des formations ou quoi des personnes qui ont vécu du cyberharcèlement? Alors moi j'interviens aussi avec différents publics, pas que des jeunes. J'interviens aussi dans les écoles parfois auprès d'enfants qui subissent déjà des situations de cyberharcèlement via les jeux en ligne, sans forcément être connectés sur les réseaux sociaux. Et aussi beaucoup de cyberharcèlement auprès des personnes en situation de handicap. On intervient auprès des ESAT, et où là, il y a beaucoup d'arnaques, de chantage et de cyberharcèlement par la suite, avec chantage à la webcam, avec l'envoi de nudes, enfin voilà. Donc c'est surtout sur ces publics-là où ça se concentre. Souvent, nos interventions sont après les situations, mais l'idée, c'est de se prémunir des risques et d'en parler, surtout d'en parler. Ouais, ça doit pas être facile à gérer. Je sais qu'il y a quelques questions dans le chat. Beaucoup d'ados sont consultés de restrictions en regardant Insta ou TikTok, ne faudrait-il pas des icônes pour inviter chaque Oui, mais alors là aussi, c'est hyper facile ça peut être détourné très vite en fait, ce genre de choses. Non, ce qui est intéressant, c'est de repérer les sources, enfin d'identifier des sources comme étant fiables. Il y a des choses très bien sur Instagram, sur YouTube, en termes d'actualité donnée aux ados ou aux plus jeunes. Enfin, je sais pas, Hugo Décrypte, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est plutôt ça, c'est peut-être à nous, préventeurs ou aux enseignants, d'identifier des contenus et de valoriser ces contenus auprès des publics que l'on a face à nous en fait. Je ne vois pas autrement comment ça pourrait se mettre en place par le réseau social en soi. Ouais, je trouve que ça revient aussi à, vous savez, le petit macaron de certification qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent s'acheter. Donc, du coup, ça revient un petit peu au même. Mais en effet, que nous, en tant que personnes travaillant en prévention, de pouvoir aussi. Vous avez voilà, comme Hugo Décrypte, où en fait, il vulgarise les informations et ça permet que ce soit plus accessible pour tous, complètement. On a aussi une question qu'on voulait vous poser et qui est visiblement revenue, donc beaucoup de gens veulent savoir. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui montrent qu'on risque d'avoir des effets négatifs liés aux écrans, ou est-ce que c'est parce que depuis tout à l'heure, ça peut arriver à tout le monde de tomber dans un usage excessif des écrans? Ouais. Alors déjà, ça peut arriver à tout le monde de tomber dans un usage excessif des écrans, parce que les écrans, c'est quand même super chouette, on peut faire plein de choses avec. Et on peut très vite... Il y a un effet, par exemple, quand on joue aux jeux vidéo, on perd tous la notion du temps, enfin, c'est comme ça. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au cyberharcèlement, si je suis pas bien dans ma vie, je vais peut-être avoir tendance à fuir un peu cette réalité qui m'embête au travers des écrans, et c'est plutôt ça qu'on va nous chercher à repérer, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, qui pourrait être plus à même de retrouver voilà, de la sérénité, de la joie au travers d'une activité informatique. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question de est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous-mêmes voir si notre enfant n'a pas une consommation malsaine des écrans, ou est-ce que... Bah déjà, ce qui serait, alors là, le premier public que j'aime avoir face à moi quand je parle d'écran, enfin, c'est plutôt les parents en fait, parce que le propos de Douarnenez, c'est de te dire, ça fait 15 ans qu'on travaille sur la question des écrans et de la prévention des risques excessifs liés aux écrans, et c'est de dire, mais aux parents, intéressez-vous dès le plus jeune âge à ce que fait votre enfant sur les écrans, jouez aux jeux vidéo avec lui, regardez des vidéos avec lui, essayez de voir ce qu'il aime, pourquoi il aime ça, etc. Essayer d'entretenir un dialogue constant avec son enfant sur ce qu'il fait des écrans, et du coup la question du contrôle, de vérifier ou d'anticiper, etc., elle ne se pose plus, puisqu'il viendra spontanément ou aura plus de facilité à venir spontanément parler des écrans avec vous. Ok, je vais continuer alors, j'ai l'impression de ne faire que parler. On disait donc que vous travaillez avec les écrans. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider les jeunes? J'ai compris qu'il y avait un module de formation qui aide les jeunes dans le milieu professionnel, c'est ça? Celui que vous avez avec la mission locale?
Il y a toute une partie sur utilisation de l'ordinateur, mais non, il n'y a pas sur le volet CV en ligne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, les jeunes, on a presque tous grandi avec des téléphones portables, donc on sait comment l'utiliser, on n'a pas de souci avec ça, mais beaucoup n'ont pas d'ordinateur chez eux, donc ils ne savent pas comment l'utiliser, et ça doit être assez compliqué quand on a, je sais pas moi, 20 ans, qu'on a du mal à utiliser des fonctions de base d'un ordinateur. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens Alors du coup, dans le cadre du CEJ, on fait sur les 3 premières séances cette initiation à l'utilisation de l'ordinateur, traitement de texte, savoir utiliser son cloud, gestion de la boîte mail, et je sais plus la troisième, mais en tout cas c'est sur l'utilisation de l'ordinateur. Et en effet, on remarque que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise sur leur smartphone et moins sur l'ordinateur, sauf que demain, en milieu professionnel, l'utilisation de l'ordinateur, ça peut vous être utile. Donc voilà. Moi, je regarde un peu le formulaire qu'on a, et donc on avait posé plusieurs questions, notamment la question de l'âge. Alors la majorité des gens qui ont répondu ont entre 36 et 50 ans. Mais on a un peu de... C'est comme le sommeil, c'est sous-estimé. On va dire ça. Mais on a un peu de tous les âges. Je vois qu'on a aussi des personnes de plus de 66 ans, donc c'est assez intéressant. Donc, ouais, là, dans la question du temps, on peut voir qu'il y a entre 2 et 3 heures, ce que les gens ont répondu en tout cas. Donc si on part du principe que c'est sous-estimé, ça veut dire que plus de 3 heures ? Bah oui. Parce que 2-3 heures, c'est déjà qu'est-ce qu'on met dans la question, c'est le temps d'écran global, c'est le temps d'écran que je fais à la maison, est-ce que ça inclut le temps d'écran que je passe au travail? Enfin, la question du temps, elle est vraiment compliquée. Ouais. On sait que aux États-Unis, il y a des études qui prouvent que voilà, on arrive à un seuil, ça n'évolue plus trop, et on est aux alentours de entre 7 et 9 heures d'écran par jour. Et pourquoi ça n'évolue pas trop? Parce que les journées font 24 heures quand même, et que malgré tout il faut dormir, manger, et voilà, on a des trucs à faire, mais ça évolue plus trop. Ouais. Parce que là, de ce qu'on peut voir de nos réponses, on en a eu pas mal quand même. La majorité des gens répondent que leur consommation principale, c'est sur leur téléphone, sur leur smartphone. Alors ça, par contre, c'est étonnant par rapport à la tranche d'âge la plus représentée. Parce que souvent, dans la tranche d'âge la plus représentée, l'usage qu'on trouvera le plus, c'est les films et le streaming. Ouais, bah, c'est ce que je me disais, mais c'est pas le premier, c'est le troisième, je crois, en plus. Ouais, film, streaming, troisième. Parce que c'est plus sur les réseaux sociaux, par exemple. Ouais, c'est étonnant. Mais du coup, ça voudrait dire que... ça peut inclure aussi Internet. Enfin, il y a peut-être aussi beaucoup de surf sur de l'actu, sur des choses comme ça. Ouais, sur des sites. Moi, je sais que quand j'essaye de regarder des nouvelles, prendre des informations, je ne vais pas regarder le journal en soi, je vais regarder sur mon téléphone, ce qui fait prendre typiquement, du temps. Ouais. Et ensuite, on a demandé l'avis global des gens sur les écrans. On leur a laissé plusieurs choix. Et celle qui sort le plus, c'est que c'est pratique. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Parce que là, l'écran, c'est pratique. Mais et surtout une nécessité pour le boulot, par exemple. Oui, aujourd'hui, ce serait difficile d'imaginer un monde sans écran qui est en constante évolution. Avec l'arrivée des IA, là aussi, ça va être, je pense, quelque chose de assez durable et d'assez qui va impacter notre quotidien. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur l'IA, mais vous en pensez quoi concrètement de l'IA? Qu'est-ce que j'en pense? Ça peut être un super outil. Mais encore une fois, c'est comme les réseaux sociaux, il faut bien les utiliser. Voilà. On sait quel impact environnemental ça peut avoir. Encore une fois, c'est ne pas avoir des usages excessifs et de faire attention à ce qu'on va pouvoir fournir à l'IA. Par exemple, quand je suis sur ChatGPT et que je lui donne mes symptômes parce que voilà, je veux avoir un retour, en fait, on évite en fait de mettre des données sensibles. Et nous, notre rôle dans le cadre de Défi, c'est aussi encore une fois de sensibiliser sur ces aspects-là. Et vous, Laurent? Moi, je suis. Ça m'a déjà fait. Les IA m'ont fait gagner beaucoup de temps sur la rédaction de mes comptes rendus de réunion. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'il faut savoir bien les utiliser, apprendre à bien les utiliser, à envisager aussi la forme de complémentarité que ces IA-là peuvent avoir avec nos travails. Voilà, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil. Ça va dépendre de ce que l'on fait. Ouais. Donc, je suis plutôt pour.
Je crois qu'on a encore une question du chat. Oui, une question de Caro. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'utilisation des écrans de supercoutage et la capacité de concentration / traitement de l'information? Alors, les études sont très controversées sur cette question-là. L'un des impacts sans doute notables sur la question de la concentration des enfants, parce que effectivement les enseignants remontent très souvent qu'ils sont de plus en plus amenés à avoir des problèmes de concentration à l'école. L'un des trucs fondamentaux par rapport à cette question-là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil qui peut aussi induire des problématiques de concentration. On s'est aperçu qu'effectivement l'utilisation des écrans aurait, et c'est trop tôt pour le dire encore, un impact sur notre attention, sur le fait d'avoir une capacité à avoir une attention multiple sur plusieurs sujets en même temps, mais sur un temps plus court. Voilà. En gros, voilà, on peut suivre plusieurs choses en même temps, plus facilement sans doute qu'avant, parce qu'on est habitué à le faire. Mais par contre, ça va nous solliciter beaucoup plus, et donc on va le faire de bonne qualité, je dis bien de bonne qualité, moins longtemps. Et si je peux rajouter juste une chose par rapport au temps de concentration, ça va être aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux avec l'algorithme qui va vous proposer du contenu par rapport à ce que vous aimez, à ce que vous partagez, ce que vous commentez. Et du coup, ce qui fait qu'on va continuer à rester sur la plateforme pour consommer des contenus qui peuvent nous plaire. Et ce qui est intéressant pour ces algorithmes, c'est de capter le plus longtemps possible notre attention. Parce qu'ils vont passer aussi un certain nombre de contenus à caractère commerciaux. Et aujourd'hui, on parle même d'économie de l'attention. Savoir garder l'attention des gens. Là, on n'a plus énormément de temps pour la première partie. Juste en quelques mots, est-ce que vous pourriez donner 2-3 conseils pour prévenir des bonnes pratiques, par exemple Pour les parents, Ouais. intéressez-vous à ce que font vos enfants sur les écrans, jouez avec eux. Les écrans, c'est plutôt chouette si on sait avancer sur les choses adaptées en même temps qu'eux et s'y intéresser. Pour nous, adultes ou jeunes adultes, peut-être que dormir avec son smartphone, c'est pas une bonne idée. Un ou deux conseils ? Un conseil, continuez à utiliser, mais de manière consciente et comment dire, responsable. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de notre première partie de live. On vous remercie infiniment pour être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci à Merci vous. beaucoup. Bon bah, on a Lord Puma à ma gauche, 341 000 abonnés sur YouTube, et Rafi aussi, directeur d'agence UGC. Donc voilà, bonjour à vous les gars, et merci d'être venus sur notre plateau, c'est très sympa de votre part. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Je vais vous laisser 1 minute pour vous présenter, comme ça après on pourra rebondir sur d'autres questions, et puis voilà. Donc qui es-tu ? Donc bonjour à tous, moi je suis sous le pseudonyme de Lord Puma sur internet. Je suis un youtubeur streamer, je fais principalement des essais moto, j'en suis à 430 essais moto sur ma chaîne YouTube et des essais voitures, 280 voitures sur ma chaîne YouTube. Donc quand tu es passionné de ça, tu cherches en général, premièrement, test 2, tu vas sur YouTube, en général tu tombes sur moi en train de m'amuser avec une moto ou une voiture. En général. Et puis à côté, moi je fais aussi pas mal de streams sur Twitch. Je suis à quasiment 140 millions de vues sur ma chaîne YouTube. J'ai plus de 800 000 personnes qui me suivent sur tous mes réseaux. Donc je suis sur Internet depuis 14 ans à peu près. Et ça fait 9 ans que j'en vis. Et je me permets de rebondir. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch du coup ? Moi, je fais principalement des lives sur Twitch. Ça parlera pas entre guillemets trop aux gens, mais bon, c'est plus du FPS. C'est plus, enfin, entre guillemets, je joue à plein de jeux sauf des jeux de foot, comme j'ai vu là, parce que je suis pas un gros passionné de foot, mais voilà, je fais tout le reste entre guillemets, des jeux de simulateurs de conduite, des simulations de tir, de RP, ce qu'on appelle du roleplay entre guillemets. On parlait de GTA la dernière fois tout à l'heure. Bah, c'est pareil sur Arma, enfin plein de jeux entre guillemets. Donc voilà, j'ai une commu solide et fidèle sur Twitch où on joue depuis des années. Donc c'est une très belle plateforme pour avoir la petite communauté très sympathique qui suit. Et toi, Rafi ? Eh ben, écoute, donc moi c'est Raphaël. Je tiens mon agence en UGC SMMA. Donc tout ce qui touche au monde du marketing et de la création de contenu sur les réseaux. Donc globalement, je travaille avec quelques marques
qui me demandent de l'aide pour se développer sur le marketing digital, avec des stratégies, et toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est UGC? Ça veut dire quoi? Alors, l'UGC, du coup, c'est le User Generating Content. Donc, c'est vraiment créer du contenu 100% commercial donc, pour les marques. Et l'idée, donc, c'est faire des vidéos qui vont permettre de convertir des clients et de pouvoir par la suite les closer, et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment du marketing pur et dur. Mais en l'occurrence, c'est moi qui parle pour la marque. Donc, ça devient moi l'image de la marque. Ok. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Et au quotidien, dans mon travail, je tourne des vidéos, je fais du montage, il y a de la gestion administrative, gestion donc de l'agence, de toutes ces choses-là. Mais le corps même du métier, ça reste se filmer face à une caméra, faire du montage et renvoyer ça à des clients. Est-ce que tu fais des micro-trottoirs? Oui, je fais des micro-trottoirs. D'ailleurs, c'est pas l'exercice le plus simple, mais oui, je fais des micro-trottoirs. Ok. Nous, on n'a pas réussi à en faire. C'est clair, on a eu du mal à en faire. Fallait m'envoyer une petite demande sur Fiverr. Ça aurait été plus simple. Quand tu présentes des motos, Oui. est-ce que ce sont les tiennes ou est-ce que tu contactes des personnes et c'est eux qui te les prêtent pour les présenter? Moi, en fait, au tout début, j'étais allé voir des concessions et puis qui me prêtaient de temps en temps. Ça, au fur et à mesure, ma communauté, elle a grossi. Après, c'est des abonnés qui, littéralement, traversent l'Europe pour m'amener des motos. Il y a quoi? Il y a moins d'une semaine, j'ai un abonné de Suisse qui est venu, un autre d'Espagne, un autre d'Italie, de Monaco, de partout. Il y en a qui vont faire de loin pour me prêter des véhicules, soit voiture ou moto d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure, en fait, après, à force de tester des motos, etc., des voitures, tout ça, maintenant je bosse directement avec directement les marques même, Suzuki, Yam, KTM, Renault Sport, enfin toutes ces choses-là. D'ailleurs, là justement, dans 3 jours, je pars dans le sud parce que je vais devenir pilote officiel Suzuki pour une course. Félicitations. Voilà, donc ça va être cool. Félicitations. Donc je vais vlogger tout ça, j'amène un cadreur avec moi et on va faire plusieurs vidéos, on va expliquer ce que c'est cette coupe-là, tout ça. Et puis, ayant déjà roulé un petit paquet de fois sur piste, mais jamais en course, c'est la première fois, donc ça va être marrant. Et puis voilà, après je traverse un peu le monde entier, voilà, je traverse des montagnes en moto, en voiture, je vais un peu partout dans le monde pour aller filmer ma vie, entre guillemets. Je suis ce qu'on appelle un influenceur, j'aime pas ce mot-là, mais entre guillemets... Ouais, tu fais des vlogs, quoi. Je donne mon avis sur beaucoup de choses et les gens se basent beaucoup sur mon avis par rapport à ce que j'essaye. Et quand c'est comme ça, quand tu vas faire des roads un petit peu, tu pars en équipe ou tu y vas tout seul avec ta caméra? Il y a des moments, je peux partir tout seul avec juste mon téléphone, aller faire des TikTok partout qui sont vus par des milliers de personnes ou des millions de personnes. Et puis après, je peux prendre juste mon matos à moi, ce qui est là, des caméras, des GoPro, des réflexes. Après, parfois, là, pour le championnat, je vais avoir un cadreur qui va être avec moi, photographe, que lui, je positionne un peu partout où je veux, etc. Et que ce soit pour la voiture, la moto ou n'importe quoi, parce que je fais aussi du bateau, je suis un fan d'avion, je suis un fan de plein de choses. Donc, j'aime bien tout ce qui bouge. Alors, je vais être un peu casse-pied, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un vlog. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Ah oui, d'accord. Ok. En gros, le délire, c'est ce qu'on appelle faire un vlog, c'est se filmer dans son quotidien sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est moins rechercher le montage qu'un film au cinéma. C'est-à-dire on prend limite son téléphone, on peut se filmer en facecam, donc en selfie, on se filme nous-mêmes, ou alors on filme les autres. Et en fait, c'est des montages courts de notre vie, du moment. Admettons, là, j'aurais pu faire un vlog de l'Assemblée, c'est-à-dire j'aurais pu être derrière à dire, les gars, aujourd'hui, je suis à l'Assemblée générale 2025 au stade du Moustoir, je vais interviewer 2-3 petites personnes que je trouve, je parle avec vous, enfin on fait un petit montage et tout ça en fait ça résume en vidéo la journée ou la semaine ou le mois, enfin ça dépend de tout ce que tu vas filmer. Et les vlogs peuvent être très courts comme très longs. Moi parfois je fais des vlogs sur TikTok d'1 minute ou de 20 secondes, comme parfois je fais des vidéos de 1h30 en plusieurs épisodes pour éviter que ce soit un film entre guillemets. Mais en gros voilà ce que c'est un vlog, c'est se filmer, faire le montage et on balance. Ok, merci. Toi, Rafi, quel type d'entrepreneur te contacte pour tout ce qui est marketing, vente de produits? Sur ce qui va être les types d'entrepreneurs ou d'entreprises, on aura vraiment un peu de tout. On aura donc de la très grosse entreprise, de la multinationale, comme le petit freelance qui se lance ou une personne qui va faire du dropshipping. Donc c'est vraiment de tout. Ça peut être là récemment, il y a une marque qui m'a contacté, qui est une marque américaine en multinationale, donc très très grosse marque.
Donc là, ça va vraiment traiter sur un secteur très large d'activité. Mais par contre, je peux avoir aussi des micro-entrepreneurs qui font du dropshipping ou des petites choses comme ça, qui vont me contacter pour des vidéos. Donc franchement, c'est très, très, très varié. Et est-ce que vous en vivez, vous, de vos activités? Par exemple, YouTubeur, est-ce que tu en vis actuellement? Ouais, moi, ça fait 8 ans. 8 ans que je vis des réseaux. Ok. Tout confondu. Parce que, en fait, les gens pensent qu'on vit que d'une seule plateforme, mais en général, quand on fait mon métier un peu bizarre, on a plusieurs cordes à notre arc. C'est-à-dire que moi, je vis avec YouTube, je vis avec TikTok, je vis avec Twitch, je vis avec ma marque de vêtements, je vis avec mes sponsors, je vis avec mes placements de produits. Comme je disais, avec les marques, soit de voitures, de motos, ou même d'autres choses. Il y a plein d'autres marques qui me contactent qui n'ont rien à voir avec la moto, mais comme, entre guillemets, il y a du monde qui me suit, donc il y a forcément des gens qui veulent mon avis sur cette chose-là, donc je donne mon avis sur cette chose-là, donc ça influe des ventes, etc., tout ça. Et donc tout ça cumulé, en fait, te permet de sortir un salaire une fois que tu as donné la moitié à l'État. Voilà. Et toi, Rafi? Pour ma part, alors moi c'est récemment que j'en vis parce qu'il y a tout un temps de lancement, tout ça. Mais oui, j'en vis et on peut en vivre largement. Et est-ce que vous êtes heureux? On est très heureux de ne pas avoir de patron dessus de nous. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, surtout dans vos métiers actuels? Ouais. En vrai, pour moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette liberté de ne pas avoir un patron du coup sur le dos, mais aussi de pouvoir donner vraiment foi à ma créativité. Alors même si c'est dans une idée commerciale et qu'il y a quand même des marques qui nous brident plutôt pas mal sur ce qu'on peut faire, tout ça, on peut quand même apporter cette touche personnelle, créative et cette passion du média en fait finalement, qui est à la base, c'est la source de pourquoi je fais ça. Donc franchement, ouais. Et toi? Je rebondis sur ce que dit Raph, c'est que c'est vraiment un sentiment de liberté. Alors moi, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai déjà bossé avec plusieurs centaines de marques sur mes réseaux. Et c'est vrai que je remarque quelque chose, c'est qu'il y a 4-5 ans, les marques te donnaient un brief que tu devais vraiment limite lire en tant que robot, etc. Donc c'était pas foufou. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que plus le temps passe, plus en fait, entre guillemets, ils nous laissent de plus en plus, on va dire, libre cours à vraiment ce qu'on est, sans forcément nous obliger à dire tel ou tel mot, telle ou telle phrase, de ne pas dire telle ou telle chose, etc. Et ça donne un côté beaucoup plus vrai, quoi. En fait, on n'est pas des robots. Moi, je fais signer des contrats à des marques pour qu'ils m'autorisent à dire du bien et du mal de leurs produits. Parce que moi, ce que les gens me suivent, c'est parce que je suis quelqu'un de franc. Donc, quand je dis que j'aime ça, j'aime ça. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et j'essaie de trouver une solution de si j'aime pas ci, on peut peut-être changer telle ou telle option de la voiture ou de la moto ou autre chose, entre guillemets. Donc, il y a plein de possibilités. Et puis, c'est vrai que non, c'est le côté vraiment liberté. C'est trop cool. Après, c'est du boulot. À 18h, on n'a plus le 9h, 18h de la personne normale. Ouais. Ça nous arrive moi, ça m'arrive très régulièrement, encore à 5h du mat, à me faire des montages pour me lever à 8h et repartir en journée, toute la journée en montage, en tournage, à l'autre bout de la France, repartir, revenir. Quand on est entrepreneur sur les réseaux, on n'a plus de vacances. Voilà. Je crois qu'on a une question du chat. Une question de Angeline Spot. Pour les deux intervenants, comment cette activité a commencé et d'où vient l'idée de départ? Moi, en gros, avant, je savais rien à voir avec ça. J'étais responsable multimédia. Voilà. Et en fait, pendant mes jours de repos, je faisais mes petites vidéos. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ça commence à entre guillemets un peu me saouler, le métro boulot dodo, et j'ai dit au revoir. Et en fait, je me suis lancé à faire mes vidéos. Donc évidemment, j'avais du temps libre tout le temps. Donc j'ai commencé à faire 2-3 petites vidéos à droite à gauche, au fur et à mesure. Bon, j'avais le chômage pour m'aider à vivre tous les mois, parce que j'avais cotisé déjà pas mal de temps de boulot avant. Et en fait, au fur et à mesure, en moins de 9 mois, j'avais plus besoin du chômage pour en vivre. Et en fait, voilà. Mais après, c'est comme tout, il y en a beaucoup qui rêvent de se lancer sur les réseaux et qui voient toujours des influenceurs bien vivre avec des belles voitures, des belles montres, des belles motos et tout ça, ça donne envie vraiment aux jeunes, entre guillemets, de vouloir se lancer, d'arrêter les études et tout ça. Moi, ce que je conseille, c'est grosso merdo, au moins avoir le bac parce que c'est le minimum syndical. Mais par contre, il y a beaucoup de paillettes dans les yeux, mais pour être dedans, c'est vraiment du boulot. Tout le monde ne vit pas des réseaux. Il y a beaucoup de paillettes. C'est compliqué parce qu'avoir, entre guillemets,
la passion, c'est bien, mais il faut avoir les idées, il faut les tenir dans la longueur. Et c'est surtout qu'entre guillemets, quand tous les mois, trouver de nouvelles idées, etc. Et puis il faut aussi que ça rapporte, parce que au bout d'un moment, c'est bien beau de sortir de l'argent de sa poche, mais il faut payer le loyer, tout ça, tout ça. Donc, mais au final, en fait, après, voilà, c'est une question de mental, en fait. Mais beaucoup de gens se résignent à dire tu fais des vidéos, tu appuies sur Rec et puis tu balances ça, sauf qu'il y a tous les à côté, quoi. C'est comme vous, entre guillemets, où les gens ne voient pas tout ce qui est derrière, le matos qu'il y a, etc. Il y a de l'investissement, il y a du monde, il y a des gens qui gèrent des choses derrière. Ouais, c'est clair, il y a du travail en amont. C'est pas que 3 caméras, quoi. Ouais, il y a du travail en amont quand même. Donc voilà. Et toi, Rafi, parce que toi, je sais que tu es jeune. Alors, je connais ton âge, je sais pas si je peux me permettre de le dire. Tu peux. Tu as 17 ans. Et comment est-ce qu'à 17 ans, on devient entrepreneur et d'ailleurs directeur d'agence UGC et surtout qui travaille à l'international? Alors, pour de tout ce qui est du parcours, comment j'en suis arrivé là, faut savoir qu'à la base, moi, j'ai perdu mon père assez jeune. Et je voulais pas avoir besoin de ma mère pour lui demander des sous, pour lui demander de l'argent tout le temps. Donc j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé par des petits boulots pas ouf, dans un kebab, dans des trucs comme ça. Et à un moment je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas ça que je veux faire. Moi ma passion c'est la vidéo, le média, tout ça. Donc un jour j'ai croisé les bonnes personnes du coup, au bon moment, qui m'ont dit mais mec lance-toi là-dedans et fais ça. Donc j'ai commencé à monter ma société finalement. Et grâce aux plateformes de marché, j'ai pu développer mon activité en ligne et générer des sous grâce à ça. Et sur le terme du multinational, alors on dit que les UGC généralement sont tous multinationales parce qu'on aura des clients comme par exemple sur mon exemple américain, thaïlandais, on a des clients aux 4 coins du monde en fait finalement, qui ne sont pas forcément français mais qui veulent se développer sur les marchés français. Donc voilà pour répondre à la question. Comment est-ce qu'on fait pour gérer son quotidien quand on est sur les réseaux? Parce que ça doit être compliqué hein, d'alterner les deux. Moi, le plus dur, c'est de trouver du repos. Et même dans le repos, finalement, en fait, on n'est pas en repos. Parce qu'en fait, on pense toujours, tiens, en fait, on se dit, bah tiens, cette journée-là, je ne vais pas travailler. Sauf qu'en fait, dans nos têtes, on pense à cette idée de vidéo, cette chose-là. En fait, on est toujours constamment à 1000%. C'est d'ailleurs pour ça, comme on parlait tout à l'heure en off, entre guillemets, que y a la pression constante, entre guillemets, des viewers, quoi, donc des abonnés, qui nous poussent, et que quand on ne répond pas assez rapidement, etc., on peut très vite se faire catégoriser de has-been, on ne fait plus nos vues, etc., tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je connais un paquet d'influenceurs, de youtubeurs, de choses comme ça, qui ont fait des burn-out, et qui vraiment, parce que ça met une pression, entre guillemets, on ne le ressent pas. Et vous avez peut-être déjà vu sur YouTube des youtubeurs que vous connaissez, je dis Mastu, des choses comme ça, etc., qui ont eu des moments de off, ils ont tout coupé. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens, en fait, en termes de pression. Et toi, en tant que directeur d'agence ? En vrai, pour ma part, franchement, globalement, ça va plutôt bien. Après, on a toujours la pression, comme toute entreprise, de ne plus avoir de clients un jour, que ça se termine. Donc après, c'est juste savoir se renouveler tout le temps, en fait, finalement, s'adapter aux trends du marché, de l'algorithme, de comment ça évolue, de comment ça change. Mais mis à part cette pression-là, je le vis bien, je sais bien gérer mon temps perso, pro. Bon, après, comme a dit Orpuma tout à l'heure, il y a quand même cette notion de à 5h du matin, on peut être là encore en train de travailler parce qu'on n'a pas fini quelque chose, ou alors on se réveille en pleine nuit, on se souvient qu'il y avait ça à faire, et du coup, faut le faire parce qu'il y a des délais, il y a des choses à respecter. Donc, mis à part ces aspects-là, c'est plutôt simple de vivre de ça. Toi, tu travailles avec les écrans directement. Je reviens sur le sujet un peu global de notre émission aujourd'hui. Comment tu fais pour gérer ton temps parce que tu passes ton temps sur les écrans, tu dois filmer, ensuite tu dois monter. En fait, la différence qu'il y a, c'est que, comment expliquer ça ? Je suis sûr que tout le monde ici, le temps qui passe sur les écrans, c'est pas rentable. Moi, dès que je suis sur mon téléphone, c'est rentable. Ouais. Donc en fait, en gros, je passe mon temps sur les écrans, mais je gagne de l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je fais comme tout le monde, je swipe 50 milliards de fois sur du TikTok, où on commence à 8h du soir, on termine à 11h, ça on l'a tous fait. Mais en gros, je suis toujours sur les écrans, oui, ça c'est vrai, mais on est tous sur les écrans. Entre guillemets, je ne pense pas avoir un temps... on a regardé nos temps d'écran avec Raph et moi, il a 3 heures de temps de plus que moi. Ouais. Alors que moi, depuis ce matin, je suis à 5 heures sur les écrans depuis ce matin. Ouais, quand même. Hein. Ouais.
Et toi, pourquoi 3 heures de Ça fait plus? 8 heures. Alors moi, les 3 heures de plus, je peux les justifier. Alors quand même, comme a dit Puma, c'est justifiable parce que sur le fait que le temps que je passe sur les écrans, ça reste un temps où je génère quand même de l'argent pendant ce temps-là. Après, comme tout le monde aussi, je swipe, je scroll. Après, je peux dire que mon scroll, il est utile entre guillemets à mon travail parce que du coup je m'inspire des trends actuels sur les réseaux, je m'inspire de ce que d'autres créateurs UGC ont pu faire pour des marques, donc ça me donne beaucoup d'inspi. Alors après, je dis pas que c'est non plus le mieux à faire, mais le temps que je passe, c'est quand même du temps qui sera réinvesti par la suite en idées ou en finance ou toutes ces choses-là. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que j'écoute tout le temps de la musique, donc ce qui fait grimper le temps d'écran énormément. Donc voilà comment je justifierais ces 3 heures de plus. Non, mais après, c'est vrai, comme il dit Raph, c'est vrai qu'en fait, on scrolle comme tout le monde sur les réels Insta, TikTok et j'en passe. Ouais. Mais il faut savoir que, moi je parle pour moi, mais c'est vrai que s'inspirer des trends, alors pour savoir, ceux qui connaissent pas une trend, c'est une musique, c'est un mouvement, c'est une façon de filmer, entre guillemets, quelque chose. Un gimmick. Un gimmick, voilà, et de le refaire à ta manière sur tes réseaux. Voilà. C'est ça. C'est Pour ce qui suivre, permet parfois de faire exploser une vidéo et de te ramener du monde. Et en fait, plus tu surfes sur les trends et plus tu amasses, entre guillemets, des vues, etc. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en fait, à force de scroller, il y a des moments où on voit des musiques, on voit des choses qui font. Enfin, les personnes, entre guillemets, tout vient quasiment des States, il faut savoir un truc. En France, on a 3 ans de retard minimum avec les États-Unis. C'est vrai que nous, on est un petit peu les has-beens d'Internet, entre guillemets, par rapport au réseau, etc. Tout ça. On crache souvent sur les Américains, mais ils ont une grosse avance. Même d'ailleurs que ce soit, entre guillemets, d'ailleurs même pour les payes, entre guillemets, ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque 1000 vues, entre guillemets, on va dire, allez, en France, on est peut-être à... On est à 50 centimes. 50 sur centimes TikTok. à peu près. Ouais. Aux States, ils sont à... 1 euro. Oh non. Ils sont à au moins 3-4 euros pour les gros. Et les très gros, 17 balles. Donc, vous faites le contre le. Si vous connaissez MrBeast, que vous avez déjà dû entendre parler, quand on voit qu'il crame 1 million d'euros en 20 secondes, on se dit waouh, incroyable. C'est ce qui se fait en un dixième de seconde, quoi. Et toi, tu t'inspires de ces youtubeurs américains? Je les regarde, mais après voilà, j'essaie toujours de créer mon propre contenu perso, quoi. Je suis fan d'aucun youtubeur spécifiquement, mais on s'inspire. Voilà. Est-ce que tu as une question, Shaima? Ouais, j'aurais bien une question. Et après, on va peut-être conclure parce qu'il y a beaucoup de temps non plus. Mais moi, ma question, c'est vous, donc, vous passez du temps sur les écrans parce que, enfin, vous deux, parce que c'est votre boulot, c'est votre travail d'être sur les écrans. Mais hors travail, est-ce que des fois vous voulez juste jouer à un jeu vidéo tranquille et vous lancer, ou est-ce que parce que vous passez trop de temps sur les écrans en tant que travail, ou des fois vous essayez de limiter votre temps en temps libre, quoi? En temps libre, en fait, moi, c'est comme parce que c'est ce qui fait que les gens me suivent, c'est que moi, j'adore partager. Donc, en fait, quand je suis sur les réseaux, si je ne montre pas ce que j'ai fait, j'ai l'impression de ne pas avoir partagé ça à ma commu. Donc, en fait, moi, un soir sur deux, je live sur Twitch. Donc là, on est en live sur Twitch et j'ai vu que dans les listes des viewers, j'ai des abonnés qui sont là-dedans, je les ai vus. Donc, gros big up à vous d'ailleurs. Et en gros, merci d'être là. Merci Furax. Et en gros, le délire qui se passe, c'est que, quand je joue au PC, en fait, moi, je lance automatiquement un live, en fait. Okay. Qu'importe le jeu, même si on joue pas forcément et qu'on passe plus de temps à discuter, je partage. C'est pareil, quand je mets sur Snap, je partage beaucoup de choses. Sur Instagram, je partage, etc. aussi. Donc, en fait, non, j'ai jamais... En fait, mes temps de repos sont des temps de boulot, mais en fait, comme on se force pas, en fait, j'ai pas l'impression d'être au boulot, en fait. Ouais. C'est devenu une mécanique, un peu comme Raph, c'est devenu une petite mécanique qui finalement c'est pas contraignant. Ouais, si t'as envie de jouer, tu te dis je vais lancer un stream comme ça. Comme ça, en fait, je me dis s'il y en a qui s'embêtent, ils viennent, et puis ça leur fait passer le temps, ça leur fait peut-être changer un peu je sais pas, un petit peu le mood de la journée. Ils ont passé une mauvaise journée. Moi, il y a plein de fois où il y en a dans mes lives qui viennent, ils disent voilà, j'ai passé une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle. Ils viennent sur les lives pour changer les idées, et puis ils repartent avec le smile, donc c'est cool. Ok. Et toi? Moi, pour ma part, il y a quand même un temps libre que je passe sur les réseaux aussi à regarder des vidéos sur YouTube ou quoi. Après, globalement, quand je travaille pas, je suis souvent dehors en train de faire de la moto avec des amis, à sortir, prendre l'air, tout ça. Donc après, honnêtement, en dehors du travail, je suis pas vraiment sur mon téléphone. Ouais.
Mais il y a quand même bien sûr des moments comme tout le monde où on scroll, on regarde une vidéo YouTube, tout ça. Après, en ce qui est du terme des jeux vidéo, moi je joue plus du tout aux jeux vidéo. Parce que si je suis sur mon ordi maintenant, c'est vraiment que j'ai un truc à faire ou à travailler. Et voilà. Les jeux vidéo, c'est la vie, je comprends pas. Je ne suis pas très objective avec les jeux vidéo. Il y a une dernière question du chat, je crois. Pas tant de questions que Furax Ah, d'accord. Yes. Et qui dit que la France, comparée aux États-Unis ou d'autres pays, ont des événements comme le GP Explorer ou les événements. Ouais, c'est vrai. Alors moi, on m'a toujours dit, alors ça va faire un petit peu plisser les yeux des anciens, mais à l'époque, on me disait ouais, Internet, le jeu vidéo, ça renferme tout le monde, tu deviens complètement aigri, tu veux plus voir personne, tu es bloqué dans ta chambre, etc. J'ai jamais vu autant de monde depuis que je suis sur Internet. Et en fait, le mood qu'il y a à l'heure actuelle, c'est en vrai, c'est que justement à l'heure actuelle, les réseaux rassemblent un paquet de personnes, c'est inimaginable. Moi, j'ai jamais autant traversé le monde entier pour des vidéos, pour les lives, etc. On a donc Squeezie qui met en avant donc, le GP Explorer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une course de petit F1 voilà, aux 24 heures du Mans, enfin au circuit Bugatti du Mans. Et en gros, voilà, ça rassemble plusieurs youtubeurs qui ne sont pas forcément des pros de la conduite. Et en gros, c'est une course. Voilà. Et ça permet de mettre en avant le sport automobile différemment. Voilà, on prend des youtubeurs qui n'y connaissent rien du tout, on les met dans des voitures qui prennent 220, 230 et qui n'ont jamais roulé. Voilà, et pour preuve, hein, là, il y a un streamer qui est très connu à Nîmes qui rassemble quand même 100 000 viewers à chaque stream, ce qui est gigantesque. Et il n'avait pas le permis de conduire. Il a chopé le permis de conduire apparemment il y a quelques jours. Il n'a jamais conduit avant. Il s'est juste amusé en stream à conduire sur des jeux vidéo de voiture. Et finalement, il va le faire et c'est trop marrant en fait. C'est ça qui est bien. Donc le fait qu'on dise que Internet, on parle de l'addiction des réseaux, d'Internet, des téléphones, etc., tout ça, mais moi je trouve que ça rassemble plus que ça n'éloigne. Ouais. Je trouve. Et ouais, si tu avais par exemple 1 minute pour devenir youtubeur, qu'est-ce que tu dirais? Passe ton bac. Passe ton bac et puis dans le pire des cas, essaie d'être toi-même. Ouais. Alors on dit qu'on s'inspire des autres, mais le problème de s'inspirer, c'est que ça crée des clones et en fait c'est nul. Donc apporte ta patte personnelle, c'est tout. Et surtout ne te force pas, parce que se forcer, tu tiens 2 mois et ciao. Et toi, tu dirais quoi pour quelqu'un qui veut se lancer dans les réseaux? Alors en soi pour les réseaux eux-mêmes, moi je serais pas vraiment, j'aurais pas vraiment mon mot à dire là-dessus, parce que moi je suis pas vraiment influenceur. Mais pour devenir directeur d'agence UGC. Pour devenir directeur d'agence UGC, là je peux dire un peu plus. Moi je dirais passez votre bac, faites pas comme moi. Et puis essayez de faire quelque chose qui va être là dans la durée. Voyez sur le long terme, voyez sur quelque chose qui va vous rester, parce que c'est une vraie image de marque qu'on construit, c'est pas quelque chose d'éphémère comme du dropshipping, comme quoi que ce soit. Pour ceux qui savent pas, le dropshipping c'est acheter un produit mais sans stock et l'envoyer à des clients partout dans le monde. Et c'est des choses qui sont à très court terme. En l'occurrence, là on monte une agence, on fait quelque chose de sérieux, donc il faut avoir une vision sur le long terme. Et puis après, si vous êtes passionné de médias, faites quelque chose de propre, de qualitatif. N'hésitez pas à investir parce que généralement, vous allez très vite rentabiliser. Et n'hésitez pas à vous lancer, c'est comme ça qu'on fait des grandes choses. Et merci à vous les gars d'être venus. Merci à vous d'être sur le plateau. Merci aussi aux gens qui ont été là aussi pour nous regarder en live. Et merci aussi à vous le chat d'être sur notre live aussi. Et merci à la mission locale de nous avoir laissé ce temps de parole aussi. Tout à fait, merci à tout le monde. Merci les viewers et on vous dit à la prochaine. Oui, pour très, le prochain très bientôt. live qui sera très bientôt, on espère, peut-être. Merci à vous. Merci.